En cette fraîche journée du 10 février 2025, nous plongeons au cœur des dynamiques en évolution sur la ligne de front entre la Fédération de Russie et l'Ukraine, une histoire qui se déroule un peu plus à chaque jour. Notre voyage commence au nord, près de la rivière Oskil. Ici, la 6e armée russe a établi une présence significative, créant une tête de pont sur le côté ouest de la rivière, juste au nord d'une ville qui se dresse comme un témoignage de résilience. Les Russes ont étendu leur portée, se déplaçant dans diverses directions, notamment au sud du village de Sabne. Cette manœuvre stratégique leur a permis de sécuriser de nouveaux territoires au cours des derniers jours, capturant une étendue notable de terre au milieu de parcelles boisées. Le village de Kalinové, un minuscule point sur la carte, a vu les unités russes avancer, poussant l'armée ukrainienne à se retirer. Cela laisse Kalinov chevauchant la ligne entre les zones contestées, partie grise, partie rouge. L'avancée russe vers le sud les a amenés à seulement 3,5 km de la ville de Kopansk, une proximité qui laisse entrevoir les intentions stratégiques de la 6e armée russe. Sur la rive opposée de la rivière, les forces russes tiennent bon depuis près de 2 km. Le village de Sapne, déjà sous la loupe des sources ukrainiennes, témoigne de la lutte continue, avec la 40e brigade d'artillerie confirmant la présence russe. Ce développement a conduit à une recalibration de la ligne de front, étendant l'influence russe de 1,1 km vers l'ouest. Ce changement de contrôle n'est pas seulement une question de territoire, mais une manœuvre stratégique pour pousser les forces ukrainiennes à se retirer de positions clés comme la ville de Kupiansk. La présence croissante de l'armée russe de l'autre côté de la rivière, renforcée par des unités comme la 25e brigade motorisée, souligne leur engagement dans cette campagne. Pourtant, la rivière Oskil n'est pas seulement témoin du va-et-vient de la puissance militaire. La frontière d'État voisine entre la Russie et l'Ukraine pourrait voir les troupes russes effectuer d'autres incursions. Des rapports suggèrent qu'elles pourraient traverser la rivière pour établir un autre pied à terre, près du petit village de Topoli. Les forces ukrainiennes ont noté des soldats russes sur la rive ouest, mais ces troupes n'ont pas encore réalisé de gains significatifs. C'est une danse de tactique et d'ambition territoriale, avec les zones boisées autour de Kredeberg devenant des points de contention vitaux. Ici, l'infanterie russe a réussi à sécuriser des positions, inclinant subtilement la ligne de front en leur faveur. Malgré ces avancées, Topoli reste un village contesté, avec un contrôle ukrainien persistant, même si les troupes russes exercent une pression. Les intentions de l'armée russe restent enveloppées de mystère, alors qu'elles s'abstiennent d'attaques franches. Au lieu de cela, elles se concentrent sur la consolidation de leur emprise, une stratégie qui les voit se rapprocher des passages de rivières cruciaux. L'armée ukrainienne, à son tour, met en œuvre des mesures de stabilisation visant à repousser les avancées russes. Alors que le théâtre du conflit continue d'évoluer, il captive les observateurs et les analystes, chaque jour apportant de nouveaux développements qui mettent à l'épreuve la détermination des deux camps. Ce drame qui se déroule sur la rivière Oskil n'est qu'un fragment du récit plus large qui se joue le long de la ligne de front russo-ukrainienne. L'ampleur des attaques russes a connu une diminution marquée, avec des données récentes illustrant une baisse significative des tentatives d'assaut quotidiens. D'un sommet local le 28 janvier, le nombre d'attaques a diminué régulièrement, avec seulement 80 enregistrées hier, un contraste frappant avec les 292 attaques quotidiennes observées en décembre. Ce déclin peut signaler une pause stratégique, alors que l'armée russe se regroupe et se prépare pour une éventuelle campagne de printemps. Alors que les deux camps se préparent pour les mois à venir, la question persiste. Comment ce chapitre de l'histoire façonnera-t-il l'avenir de la région? En continuant de suivre ces événements, votre engagement est inestimable. Si vous trouvez cette analyse perspicace, envisagez de liker et de vous abonner pour rester informé. Dans l'ombre des manœuvres militaires en cours, un autre chapitre se déroule. Une histoire d'escarmouches aériennes et de frappes stratégiques qui redéfinissent le ciel au-dessus. La nuit dernière, les forces russes et ukrainiennes ont lancé une nouvelle série d'attaques aériennes. Le ministère russe de la Défense a rapporté avoir intercepté 4 menaces ukrainiennes, ciblant les régions de Koursk et Belgorod, ainsi que la région de Krasnodar dans le sud de la Russie. Les détails demeurent rares, mais un incident dans la région de Krasnodar a capté l'attention. Au cœur de la nuit, un dépôt pétrolier ou une petite raffinerie à Novominskaya a été englouti par les flammes. Des images de surveillance ont capturé un missile, une traînée flamboyante dans le ciel nocturne, frappant l'installation,
une scène dramatique qui pointe vers une attaque de drone ukrainien. Ce n'est pas un drone ordinaire, mais probablement un drone-missile faisant partie des récents progrès de l'Ukraine en matière de technologie aérienne non habitée. Le gouverneur de la région, Kondratiev, a évoqué des débris d'une menace abattue, mais les images racontent une autre histoire. Elles révèlent un drone ukrainien à propulsion par jet, surmontant les défenses aériennes pour atteindre sa cible avec précision. L'ampleur des dommages reste incertaine, mais les implications sont profondes. Alors que les flammes du conflit font rage, les forces armées russes ont répondu avec leur propre assaut sur le sol ukrainien. 2 missiles balistiques Iskander-M ont été lancés depuis Koursk, accompagnés d'un essaim de 104 drones d'attaque Shahed 136. Les défenses aériennes ukrainiennes ont revendiqué un succès, abattant 57 drones, mais 5 drones et 2 missiles ont pénétré leur bouclier. Cet échange de coups aériens a laissé sa marque à travers plusieurs régions, de Kiev à Donetsk, avec des rapports de dégâts qui affluent. Curieusement, sur fond de cette puissance militaire, un incident singulier s'est déroulé à Simferopol, sur la péninsule de Crimée. Un membre de l'armée russe, Alexander Erlich, de l'oblast de Tcheliabinsk, s'est retrouvé au centre d'une histoire inhabituelle. Sans permis de conduire, Erlich a réquisitionné un véhicule de transport militaire, un Kamaz, et de manière inattendue, a percuté un avion de combat russe, Sukhoi Su-25 SM-3, stationné sur le tarmac. Les dommages résultants ont rendu l'avion irréparable, un accident coûtant la coquette somme de 326,8 millions de roubles, soit environ 3,8 millions de dollars. Heureusement, aucune blessure n'a été signalée, mais l'incident offre un aperçu de la nature imprévisible de la vie sur une base militaire. Cette série d'événements, des raids aériens aux incidents au sol, met en lumière la nature complexe et multiforme du conflit. Un rappel que derrière les grandes stratégies se cachent des histoires individuelles, chacune contribuant à la tapisserie plus large de l'histoire. Alors que le jour se déroule, un autre chapitre dans l'échange de prisonniers en cours apporte une lueur d'espoir. Le 61e échange de prisonniers entre les parties belligérantes a eu lieu, facilité par les Émirats arabes unis. Dans un geste de diplomatie au milieu du chaos, 150 prisonniers ont été échangés, chacun retournant dans son pays d'origine. Du côté ukrainien, 108 soldats ont été accueillis, dont 22 membres de la garde nationale et 19 gardes frontières, dispersés à travers diverses régions avant leur retour. Parmi eux se trouvaient 18 officiers, leur rang et rôle non mentionnés par le côté russe. Alors que ces individus rentrent chez eux, ils portent avec eux des histoires d'endurance et de survie, emblématiques de la résilience de l'esprit humain face à l'adversité. Cet échange sert de rappel poignant qu'au milieu du conflit, des chemins vers la réconciliation et la compréhension peuvent encore être forgés. En prenant un moment pour réfléchir à ces événements, la question reste: quel avenir attend ces nations et leurs peuples alors qu'ils naviguent dans les complexités de la guerre et de la paix? Si ce récit résonne en vous, envisagez de nous soutenir avec un like et un abonnement pour rester informé de l'histoire en cours. Alors que nous plongeons plus profondément dans le paysage diplomatique, l'histoire prend un tournant vers les corridors du pouvoir, où les dirigeants luttent avec le poids des décisions qui pourraient façonner l'avenir des nations. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a récemment fait la une avec son interview franche avec le journaliste britannique Piers Morgan. Dans un moment d'introspection, Zelensky a exprimé sa volonté de s'asseoir à la table des négociations avec le président russe Vladimir Poutine, si cela pouvait ouvrir la voie à la paix en Ukraine. Ces mots « Je suis prêt à m'asseoir à la table des négociations avec Poutine si c'est la seule option pour parvenir à la paix en Ukraine » résonnent avec l'espoir d'une résolution au milieu des turbulences. L'interview de Zelensky a offert un aperçu de son état d'esprit, suggérant une volonté de s'excuser auprès de son gouvernement et du peuple si la diplomatie s'avère être la voie à suivre. Pourtant, il reste ferme dans sa conviction que l'Ukraine devrait conserver sa souveraineté et son intégrité territoriale, laissant entrevoir les complexités de la reconquête des régions occupées par la Russie. Le président ukrainien a également évoqué les actions de ses services de sécurité, faisant allusion à l'élimination d'un homme responsable de la violence orchestrée dans l'est de l'Ukraine, une figure obscure nommée Arman Sarkisian. Les détails restent flous, mais sa mention souligne les efforts continus pour sécuriser l'avenir de l'Ukraine face à des défis externes et internes. Pendant ce temps,
le côté russe répond avec son propre récit. Dmitri Peskov, le porte-parole du président Poutine, a réitéré ce matin que Zelensky n'est pas considéré comme le leader légitime de l'Ukraine par le Kremlin. Cependant, il a souligné l'ouverture de la Russie aux négociations malgré cette position, illustrant les dynamiques complexes en jeu. Lorsqu'on l'a interrogé sur la perception de Poutine envers Zelensky, Peskov a répondu avec retenue, déclarant « Pour les émotions, il peut n'y avoir aucune place ici ». Ces mots reflètent une approche pragmatique du jeu d'échecs diplomatique qui se déroule entre les deux nations. Peskov a également confirmé l'existence de contacts entre la Russie et les États-Unis, notant que ces interactions se sont intensifiées récemment. Dans ce contexte diplomatique, l'ancien président américain Donald Trump, par l'intermédiaire de son conseiller Keith Kellogg, a annoncé son intention de présenter une proposition lors de la prochaine conférence de sécurité de Munich. Ce plan vise prétendument à mettre fin à la guerre, avec des détails entourés d'anticipation. Les spéculations suggèrent qu'il pourrait impliquer une nouvelle délimitation des territoires occupés, avec des garanties de sécurité pour l'Ukraine, afin de prévenir toute agression future de la Russie. Alors que le monde attend la conférence de Munich, les enjeux sont élevés et le potentiel d'une percée est en jeu. Ce récit de diplomatie, de stratégie et de résilience humaine souligne les complexités du conflit moderne, où les batailles se livrent non seulement sur le terrain, mais aussi dans les salles de pouvoir. Alors que nous clôturons cette exploration, nous vous invitons à réfléchir à cette question. Dans un monde en proie à la division, comment pouvons-nous forger des chemins vers la paix qui honorent le courage et les sacrifices de ceux qui sont en première ligne? Votre soutien et votre engagement sont cruciaux alors que nous continuons à démêler ces événements. Si vous avez trouvé ce rapport perspicace, nous vous encourageons à liker et à vous abonner, vous assurant de rester informés des histoires qui se déroulent à notre époque. Merci de nous avoir rejoints et jusqu'à la prochaine fois, puissions-nous nous efforcer de comprendre et de promouvoir la paix dans tous les coins du monde.